Bonjour les amis, bienvenue dans le cœur de Paname pour une balade sur l'un des plus anciens quais de Paris, celui de la Mégisserie. Ce quai est connu dans le monde entier pour ses anciennes animaleries et ses grainetiers. Et pourtant, il doit son nom à l'activité des mégissiers, ces tanneurs qui s'occupent des peaux de moutons et de chèvres et qui occupèrent les lieux jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Ce quai démarre du Pont-Neuf et se termine place du Châtelet. C'est un lieu atypique, aux activités singulières que je vous propose de découvrir dans ce nouveau numéro de Paname. Allez, suivez-moi, on est parti. Au sommaire de ce numéro de Paname autour du quai de la Mégisserie, une plongée dans les mondes imaginaires de Cédric Littardi, le créateur du dernier bar avant la fin du monde. Est-ce que tu as l'habitude de te battre contre des titans de 5 mètres de haut qui se nourrissent uniquement d'humains? Évidemment, je fais ça tous les jours. L'association franco-japonaise de la rue Bertin-Boiré, qui rapproche les cultures de ces deux pays depuis bientôt 50 ans. Un tiers des élèves sont français, et puis un tiers japonais et un tiers d'autres nationalités. La véritable institution du quai, celle qui est à l'origine des oiselleries et des jardineries, c'est l'entreprise familiale Villemorin. C'est ici vraiment que ça a commencé? C'est ici que ça a commencé en 1743. Encore un peu d'histoire avec Frédéric Gersal qui fait découvrir à Yvan celle du plus célèbre pont de Paris, le Pont-Neuf. C'est le plus ancien, plus de 400 ans. Mais tout de suite, Yvan part à la rencontre du bouquiniste Luis Ortega. Ce Vénézuélien arrivé en France au début des années 80 est devenu l'un de ceux qui incarnent le mieux le visage typiquement parisien de ce quai. Salut Louis! Ah, bonjour, comment vas-tu là? Mais ça va très bien et toi? Qu'est-ce que Mais super. tu arrives à juste au moment où je suis en train d'ouvrir mes Attends, je boîtes. vais t'aider, je te file un coup de main. Je Voilà. passe de l'autre côté, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Voilà. Hop, Tu mets là, il y a une petite encoche, voilà. voilà, et là on ouvre. Et voilà, on ouvre et on commence à exposer nos petits trouvailles. Ça, ce sont des revues des artistes, tu vois. Ça plaît toujours ça, hein. Ah oui, toujours. Les points de vue, images du monde. Voilà. Ça c'est de la tôle, c'est costaud. Ah oui, c'est la tôle. C'était fait en 1940 et quelques. C'est des boîtes anciennes. Ça appartenu à une personne qui était partie aussi en Provence, qui les a fait de ses propres mains. Et qu'est-ce qu'il y a dans la dernière boîte, Louis? Oh, oui. Dans la dernière boîte, c'est la boîte qui concerne les voyages. Ah, il y a déjà une chaise pour s'asseoir. Ah oui, voilà. Les Ça c'est voyages. important. Alors dis-moi Louis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, il y a une quinzaine d'années dans les métiers. Et les premières boîtes Ouais. ici sur ce quai, ça a commencé quand? Ça a commencé dans les années au début du siècle, 1910, 1915. On a commencé à côté du Louvre, un petit peu de désemplacement, et après, petit à petit, ça a commencé à... Oui, parce que historiquement, ça a vraiment commencé ici. Ah hein. oui, dans les quartiers, c'est juste là. hein. Après, ça a Les palais, débordé voilà, sur la rive gauche. voilà. Est-ce qu'on peut vivre de ça? Vivre complètement, je ne crois pas. Non, ça c'est un truc complémentaire. Et après cette passion, même si je ne gagnerais pas de sous, je suis content de venir ici les après-midi. Tout ce que tu vois là sont été lus par moi. Regarde ça. J'ai chiné ça hier. Là. Ah. Les petits poussés. De petits poussés. Avec les disques à l'intérieur. Et ce que tu vois Non. pas, c'est les petites images là. Ah, oui, Waouh. comme un origami. Des petites choses là qui ont fait ça. Très beau. Et autrefois, à l'époque, tu vois. Ça, c'est prisé aussi par les collectionneurs, tu vois. Des jolies choses, hein. Parfois on trouve des belles choses. Là. Il suffit pour nous, chiner, c'est les vertos. À 6 heures du matin, il faut être dehors en train de faire fouiller partout. Hein. Allez, on va s'asseoir un peu. Eh ben oui. Alors tu te mets où toi? Oh, je me mets là. C'est ta place là? C'est ma place. Tous les jours? Ça me permet un peu de regarder les gens passer. Là, je me mets à côté. Les clients, ils passent à gauche, à droite. Voilà. Et de tourner le dos à la circulation? Ah oui, surtout ça. Hein. Bon, la circulation, on commence à avoir un peu marre, mais bon. Et la pollution aussi. Ah, la pollution, bon. Ça, on s'y adapte de toute façon. De toute façon, on va mourir de quelque chose. Alors, c'est pollution, autre chose, voilà. On est toujours là. Mais c'est un plaisir quand même pour toi? Voilà, nous, on dit que les bouquinistes sont élevés au plein air. Hein. Mon plaisir, c'est être avec mes livres, parler avec les clients, transmettre un peu de la culture française, faire partager surtout. Elle te plaît cette culture française? Oui, bien sûr. De tout petit, j'ai commencé à lire, passionné par la lecture.
J'arrive ici, tu trouves des livres avec des auteurs formidables partout, des Tout générations. petit déjà au Venezuela, Oui, bien sûr. parce que c'est ton pays d'origine. Oui, voilà. Tu étais baigné de culture française. J'étais imprégné déjà. Lorsque je suis arrivé ici, je savais qui étaient des gens. Breton, Paul Éluard, Rimbaud. Camus. Oui, tous les gens. Et après, en arrivant ici, je me suis encore perfectionné, entre guillemets. Aujourd'hui, sur le quai, vous êtes combien là? Une trentaine? Actuellement, sur ce quai-là, on doit avoir 32, 34 personnes, une trentaine. Et après, l'activité du bouquiniste, c'est d'attendre le client. Voilà. On est un peu, tu sais, on dit souvent qu'on est nous un peu comme les prostituées. Hein. Sur le trottoir. Voilà, sur le trottoir, on attend les clients. On ne fait pas les petits trucs, les petits pas à gauche à droite, de temps en temps. Tu racoles pas. Voilà, il y a un peu racoleur quand même. L'histoire du quai, de la mégisserie et celle de la famille Villemorin sont indissociables. C'est en effet à cette entreprise familiale que l'on doit les terrasses arborées des jardineries et les oiselleries qui ont fait, et font toujours, la réputation du quai. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va? Oui, ça va? C'est sympa ce petit coin de verdure là sur le quai, ça abrite du bruit, hein, parce que c'est bruyant ici. C'est bruyant effectivement, mais c'est surtout un bel endroit avec plein de plantes. Et une grande histoire surtout. Une grande histoire. L'histoire Et de donc- la famille de Villemorin. C'est ici vraiment que ça a commencé? C'est ici que ça a commencé en 1743. Qu'est-ce qui s'est passé en 1743? Alors, une femme, toujours une femme derrière une histoire, elle s'appelle Claude Geoffroy, Avec elle Monsieur se Andrieux. marie avec Pierre Andrieux, elle est maîtresse grainière, donc elle commercialise du grain, et après ils ont une fille, Ouais. et cette fille s'appelle Adélaïde, qui elle se marie à Philippe Victoire de Villemorin. Ils reprennent la boutique et ils l'étendent, ils en font un plein succès. Donc leur métier, c'était vraiment de vendre des graines. De vendre des graines et de vendre des plantes. Ici sur ce quai. Ici, aux 4 quais de la Mégisserie. Et qu'est-ce qui reste de l'histoire de cette maison ici? Ah, il reste toute la diversité génétique de cette maison, avec tout le travail et l'influence que Louis-Philippe de Villemorin a donné en France, oui. Donc toutes ces plantes là, tout ce qu'on voit là, ça c'est grâce à Villemorin, pratiquement. C'est grâce à Villemorin, grâce à la sélection généalogique, oui. Et moi ce que je voudrais voir c'est les graines. Ah, mais on peut aller voir les graines. C'est où? C'est juste dedans. On y va? On y va. Je vous précède? Ici, c'est ce qu'on appelle le catalogue, où on présente les variétés de la sélection Villemorin. Comme ça, le client pouvait visionner ce qu'il pouvait acheter du Et ça c'est en catalogue. 1898. 1898, oui. Mais alors, raconte-moi exactement, quel était le vrai métier des Villemorins? Ils faisaient quoi eux? Alors, au départ, ils ont importé des espèces, ils ont importé des plantes, des graines qu'on ne connaissait pas sur le marché français, par exemple. Et ensuite, ils ont sélectionné, c'est-à-dire qu'ils ont créé des nouvelles variétés dont on avait besoin. Par exemple, je vais te donner en 1856, Louis, le petit-fils de Philippe Victoire de Villemorin, il a créé une betterave blanche améliorée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour faire du sucre? Oui, et ce qu'il a fait, il a amélioré le taux de sucre. Donc elle est passée de 10 à 15% de taux de sucre. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'à l'époque, en Europe, on était complètement en pénurie de canne à sucre. Donc grâce à cette création, à cette variété améliorée, il a fait avancer les besoins des Français à l'époque. Donc c'était pas uniquement des marchands, c'était aussi des scientifiques. Alors c'était des chercheurs, des scientifiques, effectivement, ils créaient des nouvelles variétés pour les nouveaux besoins. Les maladies, les résistances, les tolérances au froid par exemple, on voulait des racines aussi plus homogènes, on voulait aussi du goût. Et on voulait aussi, par exemple, pour la carotte, on voulait que le cœur de la carotte soit beaucoup plus tendre. C'est toutes ces évolutions qu'a donné la famille Villemorin dans sa sélection. Donc les carottes qu'on mange, aujourd'hui on les doit à la maison Villemorin. Eh oui. Donc par exemple là, ça cette carotte là c'est quoi? Alors, Esquimau, tu sais pourquoi on l'appelait Esquimau? Non. je sais pas. Parce qu'elle est tolérante au gel. Ah ouais, je Parce pensais que- qu'on pouvait la manger comme ça. Glacée. Elle Non. est tolérante au gel. Parce qu'une carotte plantée au nord de la France ou au sud de la France n'a pas les mêmes besoins. Donc ce qui est important, c'est la terre, c'est la lumière, c'est l'humidité. Et là, typiquement, cette variété-là, elle a été créée pour être tolérante au gel. Alors il y a plein de graines, Ouais. hein, tu m'as dit des milliers. Ouais.
Est-ce qu'il y a encore des choses nouvelles? Est-ce qu'on en trouve encore des graines? Ah oui, oui, des choses, il y en a toujours des nouvelles. Ah ouais. Imagine, il y a, je sais pas moi, il y a 10 ans, la tomate. Oui. La tomate cerise, allongée, des noirs, des roses, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Donc le marché s'est segmenté. Pourquoi? Parce que les consommateurs, ils voyagent, ils ont envie d'avoir la tomate rose japonaise. Donc voilà, c'est aussi les besoins et les goûts qui sont de plus en plus variés. Donc il faut qu'on réponde à ça. Et pour les Parisiens qui n'ont pas, de jardin, qui ont des petits bouts de balcon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On peut jardiner quand même? Alors oui, on peut. Il faut trouver des solutions. On va trouver des solutions. Je vais te montrer des choses. Ah, montre-moi. Qu'est-ce que c'est? Alors, par Les exemple, haricots. alors voilà, tu vois, donc on a fait des tapis rubans. Tout simplement parce que ce qui est important pour faciliter la vie du jardinier, tu vois, il va mettre sa graine là et puis il va compter et puis il va faire les espaces pour pouvoir mettre ses graines, d'accord? Pour éviter ça, voilà, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il fait? On lui a créé des tapis rubans dans lesquels tu as intégré la graine dans le tapis. Ah bah oui, il faut l'aider quand même, ce jardinier. Et donc du coup, tu tires, tu vois, ceci, tu le mets. Voilà. C'est tout. Tu recouvres un petit peu de terre, tu mets de l'eau et c'est fait. Et ça suffit. Et les voilà. graines sont déjà là. Elles sont déjà là, installées, tu vois, au bon endroit. Donc tu n'as rien à faire. Non mais franchement, si tu ne jardines pas avec ça. Et là, on a planté quoi? Là, on a planté, en fait, tu as du radis, du laitue et des carottes. Bon, effectivement, il y a toutes les solutions pour les aider, mais il faut quand même un peu les aider, ces urbains. Hein. Il faut les aider, mais on est tous animés par la même chose, l'envie de jardiner. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour tous les jardiniers. Dans ce cœur de Paris, se promener sur les quais, passer d'une rive à l'autre, c'est forcément voyager dans l'histoire. Et pour raconter celle du Pont-Neuf, c'est sur un autre pont que Frédéric Gersal a donné rendez-vous à Yvan. Ne tombez pas, Frédéric. Comment ça va? Ça va. Vous êtes trompé de pont? Mais Le non. Pont-Neuf. Et là-bas, c'est pas ici. Je sais bien, là c'est le pont au change. Je fais la liaison, hein, pont au change. Donc on fait la liaison pont au change parce que c'est là qu'étaient les financiers qui changeaient les monnaies au Moyen-Âge. Mais c'est surtout, on s'est mis là parce que, regardez, C'est vrai, vous avez la vue. pour Sur le ce voir, pont magnifique. il faut être loin, vous avez raison. Alors on va le voir de loin, on va en parler, et puis après on ira se promener le long des quais, puis on ira dessus pour tout expliquer parce que c'est une histoire incroyable. On n'en voit qu'une partie, hein, parce que vous savez qu'il traverse entièrement. Il repose sur l'île de la Cité pour rebondir et aller jusqu'au bout. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Là, c'est une vue qui est exceptionnelle avec ce soleil qui vient frapper les piles du pont. Alors, on l'appelle le Pont-Neuf, alors qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus anciens. C'est le plus ancien, plus de 400 ans d'existence. Jusque-là, on les construisait en bois. Celui-ci est en pierre. C'est une volonté des rois de France. Alors là, Henri II demande à ce qu'on construise un pont. Henri III pose la première pierre. Et Henri IV l'inaugure. Ah, oui. Alors, Trois rois. que des Henri. Alors si vous voulez, on va s'approcher. On va aller marcher sur les quais, le long. Et puis je vais vous raconter l'histoire de la construction et ce qu'on y trouve. Et puis après, on ira dessus quand même. Avec plaisir, Allez, dessus. en route. C'est vrai qu'il est vraiment magique ce pont. Mais le pont tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est le même qu'à l'époque? Ah oui, oui, absolument. construction. C'est-à-dire les pierres n'ont pas changé, étant donné qu'il a été seulement à 2 reprises réparé, à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc on va chercher des pierres et on va changer ces pierres. Mais voyez ces mascarons que l'on voit là, hein, qui ont été sculptés, qui nous montrent ces personnages qui sont chargés de faire peur. Vous savez, c'est un peu comme les fins de gouttière. Vous savez, autour de de Notre-Dame de Paris, on a de ces gargouilles qui veulent chasser les mauvais esprits. C'est aussi le cas là. Alors là, ce que je vous propose, on peut lever la tête et puis on va... C'est toujours magique de passer sous un pont. Et puis alors il y a la résonance. Pom, pom, pom. Ah, c'est vrai. Pom, allez-y. Pomme. Mais prenez un autre fruit. Un autre fruit. Je sais pas, poire. Très bien. marche pas. Si, vous le faites très poire. Donc on va monter au-dessus maintenant. Oui, ça monte. Allez, venez. Frédéric, quand on est sur ce pont neuf, on voit que c'est vraiment aussi un pont pour les piétons. Hein. Oui, alors c'est révolutionnaire. Première fois qu'un pont à Paris comporte des trottoirs.
de part et d'autre de la voie publique. Ça permet de se surélever, on l'a bien compris, mais surtout de pouvoir se déplacer avec les pieds propres, si j'ose dire, parce qu'on n'est pas éclaboussé ou la boue ne vient pas abîmer vos vêtements à la suite du passage des véhicules hippomobiles ou des chevaux tout simplement. Alors, ce qui est rigolo aussi, ce sont ces alcôves là. Qu'est-ce que c'est? C'est pour s'installer? C'est pour alors on le voit bien, pour rêver? Un peu aussi, mais ces alcôves à l'origine, elles sont placées au sommet des piles du pont. On l'a vu, on l'a vu d'en bas. Oui, et puis on s'en aperçoit ici aussi avec 2 éclairages autour de chaque, des sculptures magnifiques. C'était au gaz à l'origine et puis après ça a été électrifié. Et ces lieux étaient réservés au commerce. Et aujourd'hui encore, on a, comme on peut le voir ici, là, des artistes qui s'installent et qui... Bonjour monsieur. Et qui font vivre ce lieu. Et justement, c'est pas uniquement touristique, c'est aussi pour les Parisiennes et les Parisiens. À l'époque, sous Henri IV. Alors à l'époque, là, on avait des commerçants. Le commerce, c'est ça qui s'organise ici, avec notamment des friteurs, par exemple, qui font des fritures. Oui, des fritures. Des baraques à frites. Un peu, parce qu'ils réalisent là des pommes de terre qu'ils font frire, des morceaux, en tout cas, des frites bien carrées, vous les voyez, très solides, comme le Pont-Neuf. Bravo. Joli fin. Bon, écoutez, Allez, je vous laisse, moi je suis sur le quai de la Mégisserie. Ah très bien, moi je vais en profiter pour aller voir la statue d'Henri IV de près. Vous savez pour moi? À bientôt, oui, avec plaisir. Il faut quitter le quai et prendre la petite rue Bertin-Poiré pour découvrir une autre institution, plus discrète, mais qui rencontre elle aussi son petit succès. À l'association franco-japonaise, l'apprentissage des coutumes et de la langue japonaise attire un public qui se rajeunit de plus en plus. Salut Olivier. Salut Yvan. Ça va? Ça va, ce cours de japonais? Ça s'est bien passé? Tanoshi desu. Tanoshi desu ka? Yokatta. T'as vu un peu? Ah ben je vois que le cours a porté ses fruits déjà. Oui, mais enfin c'est très compliqué. Ouais, mais ça demande de la motivation, du temps. Il faut s'investir pour apprendre une langue. Il y a un engouement en ce moment particulier pour toute la culture japonaise, pour l'art de vivre à la japonaise? Oui, de plus en plus. C'est vrai qu'avant, les gens qui apprenaient le japonais, c'était un petit peu plus des gens qui s'intéressaient à la culture traditionnelle japonaise, qui s'intéressaient à l'histoire du Japon, à la littérature, au cinéma, aux arts martiaux. C'était prisé par un public, on va dire, entre guillemets intellectuel, même si, bon, c'est pas forcément le mot. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle tendance actuellement, avec beaucoup de jeunes qui veulent apprendre le japonais, avec l'arrivée de la culture pop japonaise, tout ce qui est manga, jeux vidéo, dessins animés. Donc on a énormément d'adolescents qui veulent apprendre le japonais et ça tombe bien, on a ce qu'il faut pour eux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans cette maison? Donc on a les expositions, on a aussi une grosse programmation spectacle. On a une salle de spectacle, on fait des concerts, des spectacles de danse, voilà, plein de choses. Et également tout un tas d'activités, d'ateliers culturels. Sur l'art de vivre. Voilà, l'art de vivre, des cours de cuisine, des stages de shiatsu. On a également un cours de cérémonie du thé. Ah, alors ça c'est très particulier. Il y en a en ce moment là? En ce moment, il y a un cours qui a lieu au sous-sol, donc si tu veux, tu pourras participer, faire toi-même l'expérience de... plaisir. Mais en 20 minutes, tu vois que ça suffit? Oui, ça donnera une première approche. Comment on dit, par exemple, je t'invite à aller assister à la cérémonie du thé au sous-sol en japonais? じゃあこれから地下の方で茶道教室行きましょう。 Et je suis censé te répondre quoi? はい、行きましょう。 Ah, ikimashou. Oui, on y va. On y va. Eh ben allons-y. On y va. Tu m'emmènes? Ouais, on y va. Et là, tu vas pouvoir prendre part au cours de cérémonie du thé. C'est où? Ça se passe ici. Voilà. Puis il peut essuyer avec index, juste comme ça. Je viens d'assister là donc à la cérémonie traditionnelle du thé. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les cérémonies du thé, il y a 4 principes. Il y a wa, kei, sei, jaku. Le wa signifie harmonie. Et ensuite, kei, c'est un respect. Troisième élément, c'est la pureté. Et à la fin, le 4e élément le plus important, jaku, c'est la sérénité. Donc c'est d'être bien avec les autres, bien avec soi-même et bien avec les autres. Tout à fait. Être serein. Être serein. Ici, on est dans l'Institut franco-japonais. Oui. Est-ce qu'il y a de plus en plus de Français qui sont intéressés par cette cérémonie? Là, je vois un Allemand qui est en train de la faire. Oui. Est-ce qu'il y a des Français de temps en temps dans votre cours? Bien sûr. Ouais. Un tiers des élèves sont des Français, et puis un tiers japonais et un tiers d'autres nationalités. Et quand vous avez fait cette cérémonie, quand vous avez fait ce cours, parce que c'est pratiquement un cours, là, vous les sentez bien, vos élèves, après? La plupart des gens ils viennent pour chercher cette sérénité pendant le cours. Donc ils partent bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour se remercier, on se salue comme ça? Oui, il faut incliner. Merci beaucoup, Merci vraiment. beaucoup. C'était un grand moment. Merci à Merci vous. Je vous laisse à vos élèves. D'accord. L'ultime étape de cette balade se trouve à quelques tours de roue, avenue Victoria, et elle porte plutôt bien son nom. Le dernier bar avant la fin du monde est un concept tout droit sorti de l'imagination débridée de Cédric. Un faux de jeu sous toutes ses formes. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Ça va? Ouais. Bon, si tu Bienvenue. m'attendais pour une partie d'Attaque des Titans, t'as déjà perdu. Ouais, mais ça dépend. Est-ce que tu as l'habitude de te battre contre des titans de 5 mètres de haut qui se nourrissent uniquement d'humains? Évidemment, je fais ça tous les jours. Bon, bah, je vais jouer les humains alors et tu vas jouer les titans. C'est un bar pour qui? Quand j'ai imaginé cet endroit, je me suis dit, bon bah voilà, moi il n'y a pas de bar où j'aime passer du temps spécialement. Et donc j'ai imaginé un endroit, entre guillemets, tout ce qui prend des mondes inexistants avec des choses qui sont théoriquement pas possibles pour raconter des histoires. Mais l'idée de l'univers de ce bar, c'est celui-là, et c'est des multi-thématiques, multi-univers. Déjà, il y a le nom qui intrigue. Dernier bar avant la fin du monde. Oui, mais tu sais d'où ça vient? Je pense que ça vient d'un roman, non? Oui, ça vient d'une série de romans de Douglas Adams, donc, qui s'appelle en français le guide de l'autostoppeur galactique, ou The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en anglais, dont le deuxième livre s'appelle Le dernier restaurant avant la fin du monde. Tu me le montres, ce bar? Tu me le fais visiter? Mais as-tu mérité? Es-tu prêt à ce que tu vas voir, mon cette jeune ami? expérience. Oui. Es-tu prêt seulement? Bah alors là, il y a notre ludothèque. Ok, Donc la d'accord. fameuse ludothèque qui change régulièrement. Donc tu dis que ça change souvent parce qu'il y a une grande production de jeux comme ça? Il y a une grosse production de jeux et en plus la France est un des pionniers dans la création de jeux de plateau aujourd'hui. Donc en plus on a beaucoup d'auteurs qui viennent travailler ici, qui viennent faire la démo de leurs jeux ici, etc. Donc ici on présente les jeux, on les ici, teste, ils sont à disposition. Si les gens savent pas jouer ou demandent conseil, la plupart des gens ici savent jouer à un certain nombre de jeux. Donc les serveurs, les barman, etc. Donc dès qu'ils ont un petit moment, ils viennent donner un conseil et expliquer un jeu. Donc voilà. Donc là par exemple, donc ça c'est la ludothèque, ça c'est la bibliothèque, donc qui sert à des heures plus calmes. Ouais. Donc pareil, on l'a fait tourner. Donc littérature fantastique, littérature des mondes imaginaires. Il y a d'autres lieux encore, d'autres étages? Bien d'autres sûr, endroits il y a les profondeurs insondables et mystérieuses. Évidemment. Ah, on est où là? Bienvenue dans la Singularity. Nous allons procéder à un petit sacrifice. Ceci est le spatio-bar. Et nous avons aussi notre propre téléporteur. Ah, qu'est-ce qui arrive là? Eh bien, il arrive un Fulgur au point pour Ça, Actarus dans son ça. Goldorak Ouais. et un Tesla Coil. À la tienne?
Vraiment, je te remercie de Et nouvelle à fois. bientôt. À bientôt. Tu vois, tu seras accueilli, que je sois là ou pas, ne t'inquiète pas, tu peux revenir quand tu veux. On va terminer l'émission ici, au dernier bar avant la fin du monde. J'espère que ce ne sera pas la dernière émission de Paname avant la fin du monde. Oh, mais Pas qui mal. sait, qui sait. Non, je t'assure. Ce serait Il y en aura un départ en d'autres. beauté. C'est vrai, c'est vrai. J'invite tes téléspectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Salut! À la nôtre. À la nôtre. Merci Cédric. Bye bye. Et les bons plans, bien sûr. Le temple de la jardinerie Villemorin et ses 2600 variétés de graines. Un sanctuaire pour toutes les espèces. S'il vous prend une envie de boire le thé comme au Japon, n'hésitez pas à pousser la porte de l'association franco-japonaise de la rue Bertin-Poiré. Et enfin, le dernier bar avant la fin du monde. Un must pour les amateurs de jeux et de culture imaginaire.